mes chers élèves de 4e 3, 4e 5 et 4e 7. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une troisième vidéo de cours sur le chapitre Conquête et Société coloniale. Regardons un petit peu notre plan ou stratégie d'apprentissage pour voir où nous en sommes. 5 étapes. Nous en sommes à la 5e étape. Nous avons rappelé la première étape de la colonisation vue en début d'année. Cette deuxième étape de colonisation qui commence, ou cette deuxième colonisation qui commence à la fin du 19e siècle jusqu'à la décolonisation, 20e siècle, dans les années 1970. Les raisons et arguments pour justifier cette deuxième colonisation, vous aviez un travail à faire par rapport à cette troisième étape, à travers deux discours, un discours de Jules Ferry et un discours de Paul Reynaud, ministre des colonies. Nous allons faire un petit corrigé là-dessus aujourd'hui. Dans la seconde vidéo, nous avions vu un exemple de glorification de cette deuxième colonisation à travers l'exposition coloniale qui s'est tenue à Paris en 1931. On rappelle une chose importante, le contexte politique a changé pour cette deuxième étape de la colonisation. La France est une démocratie, une république qui doit tenir compte de l'opinion de la population, une population française qui au début n'est pas favorable à cette colonisation, parce que cette population française ne voit pas l'intérêt de cette colonisation, pense que ces conquêtes vont coûter très cher, maintenir une présence française aux quatre coins du monde. Les Français pensent que ça va coûter très cher, et donc, à l'époque, il va falloir convaincre les populations européennes et la population française que cette deuxième étape de colonisation est une bonne chose, ce qui est fait à travers cet exemple de l'exposition coloniale. Cinquième partie, ce qui va véritablement nous intéresser aujourd'hui, la réalité dans les colonies. Il y a la propagande pour convaincre les Français du bienfait et des bienfaits et du bien fondé de cette colonisation, et puis il y a ce qu'il se passe réellement dans les colonies. Plus précisément, dans les colonies, ici nous nous intéresserons aux colonies françaises. Dans les colonies françaises, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les rapports entre les colons blancs français venus vivre dans les colonies et ces fameux indigènes, ces populations colonisées? Avant ça, petit corrigé sur les raisons et arguments pour justifier cette deuxième colonisation à travers donc nos deux extraits de discours. Alors, ce premier extrait sur lequel vous deviez travailler, discours de Jules Ferry, prononcé en 1885 au Parlement. À ce moment-là, Jules Ferry est ministre. Et puis, ce discours de Paul Reynaud, ministre des colonies, en 1931, au moment de l'exposition coloniale. Alors, j'ai souligné les passages importants qui montrent à chaque fois une raison ou un argument mis en avant. Premier argument mis en avant par Jules Ferry pour justifier cette deuxième colonisation, eh bien, ces colonies permettent une grande exportation et des débouchés. Souvenez-vous, fin du 19e siècle, nous sommes en plein dans la révolution industrielle, et donc le fait d'avoir colonisé ces territoires va permettre d'exporter les produits, en tout cas une partie des produits industriels qu'on n'arrive pas à vendre en France, et bien de les exporter dans les colonies pour les vendre à des prix très élevés. Donc on trouve des débouchés à la production industrielle. Et puis il y a un autre avantage, dans une colonie française, seule la France peut vendre ses produits. Il y a un monopole. Donc là, c'est une raison économique. Un argument économique. D'un point de vue économique, les colonies sont une bonne affaire puisqu'on va pouvoir être les seuls à y vendre nos produits industriels. Par rapport à l'argument économique, il y a une autre raison. Évidemment, les colonies vont constituer un immense réservoir de matières premières et de produits agricoles qu'on va obtenir à très bas prix et qu'on va ramener en France, qu'on va ramener en métropole. C'est-à-dire que toutes les colonies françaises
vont être un réservoir de charbon, de pétrole, de caoutchouc, de fer, de toute une série de productions agricoles qu'on va pouvoir se procurer pour pas grand-chose et qu'on va ramener en métropole. Donc évidemment, deuxième étape de colonisation, un argument économique. Revenons à notre discours. Jules Ferry insiste sur le côté humanitaire et civilisateur de la question, c'est-à-dire que les dirigeants français et européens vont faire croire à la population que coloniser est aussi un bienfait pour ces fameux indigènes qu'on va aller civiliser, ces bons sauvages, bons mais sauvages, ces êtres inférieurs qu'on va sortir des ténèbres, donc on va les civiliser. Côté humanitaire, on va soi-disant leur amener l'éducation, l'instruction, la médecine. Et donc, les Européens, à l'époque, ont le culot d'affirmer que s'ils colonisent, c'est aussi par devoir moral, par devoir humanitaire. Évidemment, cet argument ne tient absolument pas la route. Continuons. Jules Ferry nous dit il faut dire ouvertement qu'en effet les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Évidemment, là, vous avez tout de suite identifié un argument raciste, d'accord, une argumentation raciale. Il y a la croyance que le blanc européen est supérieur aux indigènes dans la hiérarchie des races. Je vous avais parlé de racisme scientifique la dernière fois. Il y a donc un argument racial. Autrement dit, pour faire simple, Jules Ferry dit nous ne devons pas nous sentir coupables d'aller coloniser des zones inférieures. Au contraire, nous allons les aider d'un point de vue humanitaire, nous allons leur apporter la civilisation. On continue. Donc, Jules Ferry nous dit les pays européens ont le droit et même le devoir de civiliser les races inférieures. Et certains diront même à l'époque, avec un immense culot, que coloniser c'est un fardeau, un poids qu'on va porter parce qu'il va falloir aider ces pauvres indigènes, etc. Évidemment, la réalité est tout autre. Jules Ferry nous dit ensuite que les nations, à l'époque, ne sont grandes que par l'activité qu'elles développent, autrement dit, ne sont grandes que par les conquêtes coloniales qu'elles font, parce qu'à l'époque, il y a la croyance, en Europe, en tout cas, qu'un grand pays se mesure à la taille de son empire colonial. Autrement dit, pour un pays européen, avoir un empire colonial, c'est un élément de prestige. Un pays européen est puissant, respecté, s'il a un empire colonial important. Deuxième discours sur lequel vous deviez travailler, discours de Paul Reynaud, alors qui reprend à peu près les mêmes arguments. Alors, j'ai souligné ce passage. Beaucoup pensaient qu'étendre la puissance française dans le monde, c'est-à-dire coloniser, c'était la diluer, l'affaiblir, la rendre moins apte, etc. Là, il rappelle que en fait, les Français, au début de la deuxième colonisation, n'étaient pas très favorables à cette deuxième colonisation. Mais évidemment, grâce à toute cette propagande, ça va changer. Alors, Paul Reynaud, lui, donne d'autres arguments. Nous avons trouvé en Afrique les razzias, nous avons vu ce que c'était en début d'année, l'esclavage, la famine, l'épidémie. Et en fait, autre argument avancé par Paul Reynaud, si nous colonisons, c'est aussi pour mettre fin à ces fléaux africains, l'esclavage, la famine, l'épidémie. Alors, l'esclavage, évidemment, c'est assez cocasse, puisque les Européens, quelques siècles avant, ont mis en place la traite négrière transatlantique. Bref, en tout cas, Paul Reynaud nous dit, si nous avons colonisé, c'est pour éviter tous ces fléaux en Afrique, c'est pour amener l'ordre et la paix. Paul Reynaud dit, si nous avons, en colonisant, eh bien, cela permet à nos médecins de juguler les épidémies, c'est-à-dire de faire diminuer les épidémies. Là, il fait référence à la médecine apportée par les colons blancs,
Il parle d'écoliers noirs, il fait référence à l'instruction, l'alphabétisation amenée par les colons blancs. En fait, nous verrons que c'est plus compliqué que ça. Et dans ce discours, il prononce une célèbre phrase: nous avons apporté la lumière dans les ténèbres. Dans les colonies, nous avons apporté la lumière dans les ténèbres. Ça fait référence aux philosophes des Lumières du XVIIIe siècle. Souvenez-vous, hein, ce mouvement des philosophes qu'on appelait la lumière, hein, parce qu'à l'époque, ils voulaient sortir les Français des ténèbres. Les ténèbres, hein, ça symbolise l'ignorance la plus crasse, les superstitions, etc., etc. Donc voilà ce que l'on dit. Alors évidemment, c'est un propos extrêmement, comment dire, méprisant, puisqu'à l'époque, l'Afrique avait sa propre culture, hein, mais les Blancs pensent que les Africains vivent dans les ténèbres, hein, c'est-à-dire comme des barbares, et nous allons leur rapporter la lumière, la raison, etc., etc. Alors, voilà toutes les raisons, à l'époque, que l'on met dans la tête des Français, à coup de propagande, notamment l'exposition coloniale. Il y a également d'autres arguments qui ne sont pas mentionnés dans le discours, un argument militaire et stratégique. C'est-à-dire qu'à l'époque, on pense qu'avoir des colonies dans le monde entier, ça va permettre d'installer des bases militaires dans le monde entier, et donc d'avoir une présence française dans le monde entier. Également, un argument religieux. En colonisant, nous allons révéler le vrai Dieu, hein, à ces sauvages, à ces indigènes. Nous allons leur apporter le christianisme. Voilà. Alors, évidemment, énormément de propagande, hein, quand on regarde tous ces arguments. Les vraies raisons sont celles-ci. Les colonies sont extrêmement intéressantes d'un point de vue économique. On va y trouver, pour presque rien, énormément de matières premières qu'on va ramener en métropole, des productions agricoles qu'on va ramener en métropole, et dans l'autre sens, on va pouvoir vendre très cher nos produits industriels, et on sera les seuls à pouvoir le faire, puisqu'on a un monopole. L'argument de prestige également, c'est une vraie croyance à l'époque. L'argument stratégique, le fait que la France puisse être présente partout dans le monde. L'argument racial, évidemment, puisque ce fameux racisme scientifique est bien présent à l'époque. Hein, il va se doubler d'un racisme populaire, notamment grâce à l'exposition coloniale. Par contre, évidemment, cet argument ne tient absolument pas. Évidemment, les pays colonisateurs européens ne sont jamais aller coloniser des territoires aux quatre coins du monde par devoir moral ou humanitaire. Évidemment, cet argument ne tient absolument pas la route, mais le contexte économique a changé. Nous sommes dans une démocratie, une république, les droits de l'homme, etc., etc. Et donc, il faut bien habiller un petit peu cette colonisation, hein, avec des arguments moraux, humanitaires, etc. En tout cas, il faut faire croire que la colonisation, ça va nous profiter, mais ça va aussi profiter à ces indigènes ou ces bons sauvages. Voilà. Alors, nous retournons à notre cinquième partie, la réalité dans les colonies. Que se passe-t-il réellement dans les colonies? Eh bien, il se passe des choses terribles, très différentes de ce qu'on a voulu montrer lors de l'exposition coloniale. Pour cela, je vous ai envoyé lundi ce polycope avec un ensemble de textes qui mentionnent différents aspects de la vie dans les colonies. D'abord, le code de l'indigénat. Alors un code, c'est une espèce de recueil, hein, de textes de loi. Eh bien, figurez-vous que dans les colonies, les indigènes sont soumis, c'est-à-dire doivent respecter des lois différentes de celles que doivent respecter les Français en métropole. Et évidemment, des lois beaucoup plus sévères. Autrement dit, sur le territoire français, du temps de cette deuxième colonisation, nous avons deux statuts très différents concernant les populations. En France, en métropole, en France métropolitaine, les Français sont des citoyens, donc avec des droits et des devoirs. Et dans les colonies françaises,
qui sont territoires français, nous avons deux types de populations. Nous avons les colons français, autrement dit des citoyens français qui habitent en métropole et qui sont venus vivre dans les colonies, les colons français, mais qui eux sont citoyens. Et nous avons ces fameux indigènes, ces populations qui ont été colonisées, hein, et eux, bien qu'ils vivent sur le territoire français, une colonie est un territoire français, eh bien eux ne sont pas citoyens, ils ont le statut de sujet. Ils sont des sujets, ça veut dire qu'ils sont assujettis à la France. Ils sont soumis à la France. Nous l'avions vu lors de la Révolution française, il y a une énorme différence entre un citoyen et un sujet. Un sujet n'a aucun droit et n'a que des devoirs. Un citoyen a certes des devoirs, mais il a aussi des droits. Donc sur le territoire français, qu'on soit en métropole ou dans les colonies, deux statuts différents. Des citoyens et puis des sujets. Autrement dit, les indigènes, c'est le bon sauvage qu'on a infantilisé, qu'on considère comme des enfants, comme inférieurs, etc. On ne les pense pas dignes de la citoyenneté, donc ils vont avoir le statut de sujet et ils vont devoir respecter des lois particulières qu'on appelle le code de l'indigénat. Petit point important, un sujet n'a pas de droit politique. Un citoyen a des droits politiques, il peut voter, être élu. Un sujet, ce n'est pas le cas. Donc des citoyens français soumis aux lois de la République française, à l'époque, avec des droits et des devoirs, et puis ces indigènes, qui ne sont que des sujets. Donc, ils sont soumis, c'est-à-dire ils doivent respecter des lois spéciales et très dures, aucun droit que des devoirs, et ces lois spéciales, nous l'appelons à l'époque le code de l'indigénat, le code qui s'applique, ou les lois qui s'appliquent aux indigènes. Alors, par rapport au texte que je vous ai fourni, donc le code de l'indigénat, nous allons faire un zoom sur quelques éléments de la société coloniale, la vie dans les colonies. On va faire un petit point sur le racisme blanc institutionnalisé dans les colonies. Qu'est-ce que ça veut dire? Un racisme blanc institutionnalisé. Donc un racisme blanc, ça désigne le racisme dont font preuve les colons blancs européens dans les colonies vis-à-vis des indigènes. Et ce racisme, il est institutionnalisé. Ça veut dire qu'il est légal, il est autorisé. Les colons blancs européens qui vivent dans les colonies ont le droit de manifester un racisme quotidien vis-à-vis des indigènes. Alors qu'aujourd'hui, les propos racistes, évidemment, nous savons, sont interdits, condamnés par la loi, etc. À l'époque, ce n'est pas le cas. Ce racisme, il est permis, il est légal, il est normal et il est quotidien. Que ce soit un racisme verbal, un racisme qui se manifeste par une violence physique. Alors, à ce propos, je vais vous montrer des extraits d'un film. Alors, ce film a pour titre Coup de torchon. Ce film est sorti en 1981. Ce film se passe en 1938, donc entre les deux guerres mondiales, dans l'Afrique occidentale française. Retour sur la carte que nous avions consultée auparavant. Nous rappelons le code couleur, tout ce qui est en jaune, ce sont les colonies possédées par la France. Donc les plus grandes colonies françaises, donc l'Afrique du Nord, l'AOF, Afrique occidentale française, et AEF, Afrique équatoriale française. Et bien donc ce film, l'histoire de ce film, Coup de torchon, se passe dans l'Afrique occidentale française en 1938, entre les deux guerres. On ne sait pas bien où dans le film. Alors, ce film est une satire de la colonisation française. Ça veut dire que ce film critique les abus de la colonisation française, de cette deuxième étape de colonisation. Nous voyons ce personnage. Alors ce personnage, il a pour mission de faire régner l'ordre dans la ville coloniale dont il est question, Afrique occidentale française, immense colonie française. Eh bien,
cet homme-là est le policier d'une petite ville d'Afrique occidentale française. Regardons le premier extrait. Que voyons-nous? Nous voyons deux colons blancs en train de s'exercer au tir sur des cadavres d'indigènes morts de dysenterie, une maladie digestive, des cadavres d'indigènes qui flottent sur le fleuve, sûrement le fleuve Sénégal. D'accord? Donc ça montre bien tout le racisme, tout le mépris que ces colons blancs avaient pour les indigènes, puisqu'ils s'exercent au tir sur ces cadavres. Écoutez la suite. Je peux éclater la tête! Non, l'embêtant, c'est que sans vous en douter, vous êtes en train d'enfreindre la loi, mes amis. Vous manquez de respect à des morts. C'est des nègres. On les a foutus à l'eau comme des chiens crevés. Ah non, on les a... Vous voyez, le mépris, le racisme, mais ce ne sont que des nègres. Confiés à la rivière, après une cérémonie qui est une sorte d'enterrement, quoique le mot soit impropre. Et vous commettez une violation de sépulture. Et ça va chercher dans les combien? Alors, au début du film, ce fameux policier qui doit faire régner l'ordre dans cette petite ville coloniale, eh bien, évidemment, il fait preuve de beaucoup de lâcheté, surtout vis-à-vis des abus des autres colons blancs. La violation de machin. Ouais, je serais curieux de savoir combien peut coûter un Machiavel qu'on paye 1 franc par jour sans vivant. Disons 100 francs, mais je ferme les yeux pour 50. 50? Qu'est-ce que t'en penses? D'accord. Il y a une condition. C'est que tu nous fasses un petit carton. Ah non, dans ma situation, je peux pas, moi. T'as le droit qu'à une cartouche. Donc là, je rappelle, on parle de s'exercer au tir simplement pour s'amuser sur des corps d'indigènes, un mort flottant sur le fleuve. Non. Celui qui a eu le père, il est bloqué par la souche. Deuxième extrait. Alors, on a une très belle reconstitution de cette petite ville coloniale. Nous allons retrouver notre policier. Donc, vous voyez, des indigènes, tous les blancs sont des colons blancs français venus vivre dans cette colonie. Alors, des militaires français, puisque dans les colonies françaises, également présence de militaires français. Et vous allez voir de la même manière comment ces militaires français font preuve d'un racisme légal, autorisé, quotidien, assumé vis-à-vis des indigènes. Polo, je te présente Lucien Cordier, chef de la police de Bourg-Cassin-Montagny. C'est lui qui joue un peu au billard comme un con, c'est Polo. Je te donne quoi, je lui dis qu'on est arrivé ici pour son malheur. Qu'est-ce que tu vois? Un monde là. Gaston! Prends la main! Ah bon? Bon, si on peut appeler ça boumer, faut dire que Bourg-Cassin, c'est loin d'être une métropole de médecine. C'est bon. Bah, à l'entrée, il y a un écriteau avec 1275 achats. Achat. Oui, ça veut dire 1275 armes. Et les armes? 1275 âmes, c'est-à-dire 1275 habitants. En question, il y a autant de gens qui vont avec. Et ces âmes, il y a autant de gens qui vont avec. Donc déjà là, un propos raciste. 1275 âmes, 1275 habitants qui sont des indigènes, et ce militaire demande si
il y a des gens qui vont avec, autrement dit, ils posent la question de leur humanité. Ah oui, forcément. Ah, en fait, tu as raison de dire que 1275 ans, c'est pareil pour 275 habitants. Pareil, Exact. Vincent, tu as raison, Marcel. Et mais pourquoi j'ai raison, vieux Lucien Colochien? Bah, explique-toi-même, t'es plus convaincant. Les 21 275, c'est en comptant les nègres. Et les nègres, ils n'ont pas d'argent. Ouais. Voilà, les nègres n'ont pas d'âme. Ce racisme légal, autorisé, assumé. Polo. Exact. Je dis pas que vous avez tort, mais je dis pas non plus que vous avez raison. Qu'est-ce qui vous fait dire que les nègres, ils n'ont pas d'âme? Les clercis ont ça, non? Bah voilà, ils n'ont pas d'âme parce que c'est pas vraiment des gens. Si c'est pas des gens, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est des nègres. Rien que des nègres. La preuve, c'est quand on parle d'eux, on dit pas des gens, on dit des nègres. Non. Vous voyez, on est loin de la soi-disant mission civilisatrice, mission humanitaire, hein, clamée par les Européens. Non mais attendez. Oh. Qu'est-ce que vous dites de ça, hein? Un petit enfant blanc qui vient faire de sa maman qui est blanche aussi. Bon, ça peut arriver, ça. Ça arrive. Bon, ben, il y a personne d'autre qu'une négresse pour lui donner la tétée. On peut dire qu'elle lui sauve la vie. Vous voyez les mots utilisés, un nègre, négresse. Heureux? Non, et alors? Alors, il me semble que ça prouve. Mais ça prouve rien du tout. Il aurait pu tout aussi bien têter une vache. Voilà, dernier extrait. Le marché de cette petite ville, dont ce policier doit assurer la sécurité. Voilà, et au loin, un colon blanc est en train de frapper un indigène. Qu'est-ce que vous attendez, mon vieux, c'est votre boulot? Voilà, en fait, cet indigène qui vend ses marchandises sur le marché est frappé par ce colon blanc simplement parce que le colon blanc n'est pas d'accord avec le prix de vente. Suffit, vous l'avez assommé, voyons. C'est par hasard Noël quand on a un cri parce que j'ai connu un nègre? Ah non, c'est pas exactement ça, non. Et c'est pas le contraire non plus. L'important, c'est la planche. Oui. Boucher le trou, là-bas, et supposons que quelqu'un tombe dans le trou et se casse la jambe, ben, tu seras responsable. Voilà. Là, il parle, alors la planche qui a permis de frapper cet indigène, cette planche qui bouchait un trou, etc. Alors, vu que personne n'est tombé dedans, on est quitte pour cette fois. Voilà. Et c'est systématique. Les colons blancs européens manifestent un racisme quotidien, verbal, physique, en toute impunité, sans jamais être sanctionnés. De telle sorte que dans toutes les colonies, ces populations colonisées, ces indigènes, comme on les appelle, vont finir par intérioriser cette infériorité. À force de subir ce racisme quotidien, ils vont finir par, certains, par intégrer, par croire qu'ils sont effectivement inférieurs aux Blancs. Donc voilà une des réalités dans les colonies. Et ça, on ne le dit pas évidemment en Europe, aux populations européennes. Un racisme quotidien, tous les jours, verbal, physique. Alors, au niveau des textes, je vous ai mis un autre document sur lequel nous allons faire un petit zoom. Le travail forcé dans les colonies. Alors, ça devrait nous interpeller, puisque nous savons que l'esclavage a été aboli, définitivement supprimé en France, en 1848. Et là, deuxième étape de la colonisation, nous sommes bien après 1848. Je répète, la deuxième étape de la colonisation commence à la fin du 19e. Fin de l'esclavage, mais un esclavage qui va être remplacé par le travail forcé. Et nous verrons qu'entre l'esclavage et le travail forcé, il n'y a pas une grande différence. Alors, cet exemple, il est très célèbre. Le chemin de fer Congo-Océan. Alors, un petit point.
nous nous situons ici, dans l'Afrique équatoriale française. La capitale de cette colonie française, l'Afrique équatoriale française, c'est une ville qui s'appelle Brazzaville. Eh bien, la France décide de construire 600 km de chemin de fer entre Brazzaville et la côte de l'océan Atlantique. Pour une raison toute simple, ce train permettra d'acheminer sur la côte toutes les matières premières et agricoles que l'on va prendre dans les colonies pour ensuite les ramener par bateau en France. Alors, ce train, évidemment, fait aujourd'hui scandale et polémique. Pourquoi? Parce que cette ligne de chemin de fer, de plus de 600 km de long, a été un chantier gigantesque. Alors à l'époque, on présente ça comme une grande œuvre coloniale, une grande œuvre engagée par la France dans les colonies. Eh bien, ces 600 km de ligne de chemin de fer, ce chantier gigantesque, a été réalisé par des indigènes, 100 000. Alors, ce sont des 100 000 Congolais, puisque cette partie de l'Afrique équatoriale française, c'est le Congo français. Ces 600 km de ligne ont été construits durant 13 ans, de 1921 à 1934, 13 ans de chantier pharaonique, réalisés par 100 000 indigènes congolais qu'on a forcés à travailler. Autrement dit, ces 100 000 ouvriers congolais, eh bien, ont fait ce qu'on appelle un travail forcé. Alors, évidemment, on va se poser une question. La question, où est-elle? Alors, la question... Voilà. Quelle différence entre l'esclavage et le travail forcé? Figurez-vous qu'il n'y en a pratiquement aucune. Donc je rappelle, l'esclavage a été définitivement supprimé en France en 1848. Pourtant, de 1921 à 1934, bien après, eh bien, la France utilise dans ses colonies le travail forcé. Et entre les deux, il n'y a pas de grande différence. Travail forcé, ça veut dire que les colons blancs français sur place ont obligé 100 000 ouvriers congolais à faire ce chantier, à faire ce travail, sans les payer, en les nourrissant très peu. Et sur ces 100 000 ouvriers congolais qui ont construit ces 600 km de ligne de chemin de fer jusqu'à la côte, et bien sur ces 100 000, 17 000 sont morts de maladie et d'épuisement. Donc la réalité dans les colonies, nous l'avons vu, c'est ce racisme légal, autorisé, assumé, etc. C'est aussi l'utilisation massive du travail forcé. Et en fait, l'économie dans les colonies repose sur ce travail forcé, à tel point que certains historiens se sont dit, mais on a aboli l'esclavage et la traite négrière transatlantique, mais on l'a remplacé par quelque chose de beaucoup plus efficace, utiliser la main-d'œuvre sur place, avec une appellation travail forcé, pour éviter d'utiliser le mot esclavage. Mais c'est la même chose. Alors nous allons terminer par deux documents vidéo sur cette fameuse ligne de chemin de fer de 600 km de long. Alors, premier document vidéo, un film de propagande à l'époque, qu'on montre aux Français, pour leur expliquer pourquoi on a construit ce train. Mais en fait, évidemment, c'est un film de propagande avec beaucoup d'informations inexactes. On y va. Une grande œuvre coloniale française qui vient d'aboutir. La jonction Brazzaville-Pointe-Noire du Congo. Alors, la jonction Brazzaville, ici, capitale de l'Afrique équatoriale française, à Pointe-Noire, sur la côte, 600 km de train, le train que nous voyons. Et réalisé Un chantier gigantesque, sans précédent au Congo, avec 100 000 ouvriers congolais ou amenés d'autres colonies françaises pour la construction d'une voie ferrée de 610 km reliant Brazzaville. Donc le Congo français, qui fait partie de l'Afrique équatoriale française, c'est plus de 600
km de train. Ville à l'océan. Mais ce qu'oublient les actualités Gaumont en 1934, c'est que cette grandeur... Alors, ce qu'oublie de dire ce film, eh bien, c'est l'utilisation de ce travail forcé et le nombre de morts considérables parmi les ouvriers indigènes. Dans ce film, on présente cette ligne de chemin de fer comme une grande œuvre coloniale. On va dire dans ce film que ce train va servir essentiellement aux indigènes pour qu'ils se déplacent mieux à l'intérieur de leur territoire. Évidemment, c'est faux. Et puis surtout, dans ce film, on ne montre pas le travail forcé. Le colonial a sa part d'ombre. Tous les ouvriers du chantier sont des travailleurs forcés. Les 13 années de construction de la ligne ont coûté la vie à 17 000 d'entre eux. Autrement dit, pour ce train Congo-Océan, on a coutume de dire qu'il y a eu autant de morts que de traverses de chemin de fer installés. Sur 100 000 ouvriers indigènes congolais, 17 000 ou plus de 17 000 sont morts de faim, d'épuisement, de maladies, etc. sur ce chantier qui a duré 13 ans. Alors, on va avancer un petit peu. C'est pour sortir de l'Afrique et de l'Indochine. Les travaux forcés se distinguaient fort mal de l'esclavage première façon. Voilà, c'est ce que ce monsieur est en train de dire. Entre esclavage et travail forcé, il n'y a presque pas de différence. Les travailleurs forcés sont tous des civils, n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation. Sans salaire, sous-alimentés, ils effectuent des travaux de terrassement à la main. Au début des travaux, 57% des travailleurs forcés meurent de maladies et d'épuisement. Alors peut-on... Alors, 600 km de ligne de chemin de fer, donc un chantier gigantesque, parce que, évidemment, sur ces 600 km, il faut défricher pour que le train puisse passer. Il faut faire des travaux de terrassement pour aplanir le terrain. Il faut faire un certain nombre de ponts. Tout se fait à la main. Alors à l'époque, il existait certaines machines qui auraient pu aider ces ouvriers indigènes, sauf que la France ne juge pas utile d'acheter ces machines et de les utiliser dans les colonies. La France dit ce n'est pas la peine, puisque nous avons une main-d'œuvre gratuite. Alors, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc, la réalité dans les colonies, les différents textes et documents que je vous ai donnés, eh bien, c'est d'abord des lois particulières pour les indigènes, des lois très dures, beaucoup plus dures que celles des Français, le code de l'indigénat. C'est ce racisme quotidien dans les colonies, racisme manifesté par les colons blancs, en toute impunité, sans être sanctionné, c'est normal, on se sent supérieur. Et puis, c'est aussi, parmi d'autres éléments, l'utilisation massive du travail forcé. Autrement dit, les indigènes sont très souvent obligés de travailler pour les colons blancs dans les colonies gratuitement, en étant maltraités, bien que l'esclavage soit aboli. Mais en fait, on a remplacé l'esclavage par le travail forcé, presque aucune différence. Alors, voilà quelques aspects de la vie dans les colonies. Vous voyez, on est bien loin de l'image positive que la France veut donner de ces colonies. Évidemment, d'autres éléments, des sanctions absolument inhumaines, notamment cette photographie, où on voit des indigènes, des colonies françaises, qu'on a mutilés, on a coupé leurs mains, pour faire un exemple, parce qu'on les jugeait trop paresseux. Également, le vol des terres des indigènes par les colons, le refus de la citoyenneté pour les colonisés. Les colonisés ne sont pas citoyens, mais sujets, donc ils n'ont pas la citoyenneté, donc pas le pouvoir de voter, etc. etc. Mes chers élèves de 4e 3, 4e 5, 4e 7, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous souhaite une bonne journée.